Bonjour Monsieur Belem et bienvenue. Bonjour Alida. Alors déjà, nous allons définir la dysenterie amibienne. C'est vrai, l'amibiase intestinale aiguë ou dysenterie amibienne, c'est dû, n'est-ce pas, à des germes d'une certaine forme qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans la paroi colique et qui provoquent des petits abcès à ce niveau-là, et justement tout le long de la lumière intestinale. Et justement, ça provoque un certain nombre de symptômes dont on va revenir. D'accord. Alors, déjà les principales localisations, on les retrouve Alors, où? pour les principales localisations, c'est vrai, il y a le côlon, ce qu'on vient de dire, il y a le foie, il y a les poumons, il y a également la plèvre, voilà. Donc, il peut y avoir d'autres localisations également, puisque c'est des germes qui peuvent migrer d'un organe à un autre, très facilement d'ailleurs. Manifestations typiques, spécifiques à cette Alors, maladie-là. oui, c'est vrai. Vous savez, quand on a la dysenterie, comme on le dit, on a cette envie d'aller au sel, mais quand on y arrive, euh, que dalle. Voilà. Et l'envie est là, mais vous n'arrivez pas à expulser quoi que ce soit. Donc, vous avez cette sensation douloureuse, et puis vous avez l'impression qu'il y a, il y a un grattage au niveau de l'anus, ou qu'on vous a mis un peu de piment, mais quand vous y allez, que dalle. Pourtant, la Voilà. plupart du temps, lorsqu'on parle de dysenterie, on le sait tous comment ça se passe. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon, les sels que vous arrivez à rejeter sont faits de morve, de stries de sang, c'est-à-dire que dans les selles, on voit un peu de sang qui apparaissent. Et d'où, justement, ces lésions-là, ces abcès qui sont au niveau colique là, nécessairement, puisque quand la paroi est blessée, nécessairement, il y a du sang. Et c'est ce que nous voyons au niveau des selles. Est-ce On que ressent la... aussi une colique, Bien sûr. c'est-à-dire une douleur abdominale qui n'est pas parfois très évidente, mais c'est surtout l'envie d'aller au sel de façon constante, n'est-ce pas, qui fait la particularité de la dysenterie amibienne. Comment on peut estimer la lésion? La longueur de la Bon, lésion. disons que c'est une lésion qui, comme on l'a dit, plusieurs organes peuvent être touchés. Et puis, si c'est le nombre de selles, vous pouvez aller à plus d'une vingtaine de selles par jour. Et la douleur que vous ressentez au niveau de l'anus, elle est permanente, mais soulagée quand vous arrivez à faire les selles. D'accord. Voilà. Donc on a l'impression que c'est pour ça d'ailleurs que quand l'envie est là, c'est une envie irrésistible. Vous y allez et puis bon, quand vous arrivez à faire les selles, il y a un léger soulagement. Et puis bon, malheureusement quand vous venez vous rasseoir, bon, quelques minutes après, vous avez toujours envie d'aller toujours au sel. Et la présence du sang, elle est énorme? Oui, et ça dépend de la gravité de la dysenterie. Sinon, en général, c'est juste des stries de sang. On parle d'ailleurs de selles gléro-sanguinolentes. Ça veut dire qu'il y a de la glaire et du sang en même temps dans les selles. Et la plupart du temps, les gens verront les hémorroïdes, forcément. Non, pas forcément. C'est-à-dire que chez certaines personnes, effectivement, cette dysenterie-là peut provoquer la chute de ce que l'on appelle hémorroïde, c'est-à-dire qu'il y aura un prolapsus anal, l'anus qui sort quelques centimètres, chez certains c'est un peu plus que ça, mais chez certaines personnes, vous pouvez ne pas assister à cela. Donc, Voilà. d'où l'évolution de la maladie. Oui, l'évolution n'est pas forcément liée à cette hémorroïde, puisque l'hémorroïde, si vous voulez, c'est une pathologie qui est à part, et qui n'a rien à voir, mais la dysenterie peut être la cause justement des hémorroïdes. Je voulais parler de l'évolution de la dysenterie. Alors, pour ce qui est de l'évolution, en principe, lorsque la prise en charge est
précoce, c'est-à-dire lorsque vous commencez à ressentir les symptômes, quand vous allez vers les services de santé, rapidement on vous prend en charge, les choses se passent très bien. Malheureusement, quand vous n'y allez pas, on peut assister à des complications de type de toxi-infection ou de dysenterie beaucoup plus grave, avec des hémorragies beaucoup plus importantes. Alors là, vous savez que le pronostic peut être plus grave. Comment on peut l'éviter si c'est possible? Alors, je crois que vous avez très bien introduit en parlant de l'hygiène alimentaire, l'hygiène des mains sales, de l'environnement, etc. Tant que nous n'allons pas apprendre à, à bien nous comporter sur le plan de l'hygiène, je veux dire, en tout cas, nous aurons toujours affaire à imaginer quelqu'un qui fait de la dysenterie, qui sort de l'hôpital, ou bien qui est en plein traitement, il a toujours les formes contaminantes là en lui, ou bien il vient de faire les selles, il passe, il choisit ses oranges ou ses carottes sur la route, il prend là, il dépose, il prend là, il dépose, et puis vous, bon, vous arrivez 5 minutes après lui, les mêmes carottes, vous les prenez, touchées par ce monsieur ou cette dame, bon, qui n'a pas eu le temps de bien laver ses mains au savon, bon, nécessairement, vous comprenez que la contamination est vraiment directe. Et vous savez très bien que pour ce qui est de la consommation des légumes, notamment les salades et autres qui sont vendus par-ci par-là sur nos routes, cette consommation est beaucoup prisée par nos populations. Malheureusement, quand vous voyez quelqu'un qui prend une carotte, il est sur sa chemise, on a l'impression que c'est la chemise ou le pantalon qui permet de bien laver ça, mais c'est pas croyable, c'est inadmissible. Les plus atteints, M. Bella? Alors, tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde. Mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus grave chez ces personnes-là qui sont plus fragiles, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. C'est plus redoutable quand ça arrive. Surtout que généralement, ça profite de ce couvert-là pour se greffer à d'autres maladies, notamment salmonellose ou staphylocoque. Et puis bon, donc vous voyez, il y a un greffage, donc nécessairement, c'est beaucoup plus grave. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Le traitement, M. Bella? Alors, le traitement, il existe. Il existe et généralement, les médicaments sont moins chers et disponibles dans toutes les formations sanitaires de ce pays-là. Donc, il n'y a pas de raison que lorsque l'on présente sa dysenterie avec les symptômes dont nous venons de faire cas et ne pas aller vers les formations sanitaires. Et quand c'est fait comme ça, rapidement on passe. Et puis, sinon, la dysenterie, ça fragilise votre foie. Et quand ça fragilise votre foie, si le foie est fragilisé, la moindre petite maladie plus tard à ce niveau-là provoque une complication. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous l'avez, très rapidement, vous vous faites soigner et on n'en parle plus. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on doit passer par la sensibilisation? Alors, je crois qu'il faut justement, il faut le faire. Il faut continuer à sensibiliser les uns et les autres, les populations, parce qu'on constate que, sincèrement, le problème de l'hygiène n'est pas le fort des uns et des autres. C'est pourquoi il faut accentuer la sensibilisation, amener les gens à prendre conscience que seule l'hygiène, quand vous observez une hygiène correcte, pratiquement, vous avez 50% de garantie de ne pas attraper certaines maladies. Vous voyez. Ou bien moi je fais la dysenterie, je vais aux toilettes, je ne lave pas mes mains au savon. Vous croyez, est-ce que dans toutes les toilettes il y a du savon? Non. Quand on finit, on se lave rapidement les mains et puis on sort. Et il vient se retrouver à table avec vous. Vous savez qu'on a l'habitude de manger ensemble. On se lave les mains, on mange dans le même plat. Bonjour les transmissions. Il y a jusqu'à voir nos latrines publiques également. Le Justement. gouvernement est-il interpellé par là? Oui, disons que les latrines publiques, ce n'est pas tellement les habitudes, sauf les latrines qui se retrouvent dans les formations sanitaires comme à l'hôpital et autres. Sinon, les latrines publiques, vous allez voir que l'utilisation même risque de poser problème. Vous savez qu'il y a des contrôles au Burkina où on dit 2 trous ne se regardent pas. Donc ça veut dire que les populations n'ont pas même l'habitude d'aller dans les latrines. Mais il faut amener les gens à les utiliser par la sensibilisation. Je pense que les structures comme l'ONEA peuvent amener les gens, aider les populations à construire des latrines, à accentuer. Il faut saluer même ce qui se faisait
avant, sous le régime de Blaise Compaoré, c'est-à-dire que chaque ministre avait la latitude de construire un certain nombre de latrines dans son village. Je pense qu'on gagnerait à relancer cette façon de faire là, même au niveau des députés. Tout responsable à son niveau, quand vous êtes directeur ou n'importe qui, quand vous avez un brin de pouvoir, si vous pouvez construire des latrines dans votre village, il faut le faire pour les populations. Et également l'entretien. Oui, parce que les latrines, il faut les entretenir, il faut les laver et tout ça, parce qu'il y en a qui vont venir, ils ne vont pas viser le trou, ils iront directement à côté parce qu'ils pensent qu'il faut le faire à côté et non dans le trou. Et c'est question d'éducation, justement. Oui, justement, il faut accompagner cela par l'éducation des populations. Je crois que les médias sont là pour ça. C'est notre rôle d'accompagner les populations dans cette façon de faire, mais c'est le rôle également de l'État de mettre à la disposition ou d'inciter à la construction des latrines. Y a-t-il de l'espoir selon vous? Oui, il y a de l'espoir en toute chose. Vous savez que quand on est un pays pauvre comme le nôtre, on dit les caisses sont vides partout, il y a des difficultés partout, tout est priorité, nécessairement. Les gens, heureusement que certains comme vous et moi parlons de ces petites choses-là qui peuvent aider les populations à avancer. Votre dernier mot, monsieur Belem? Alors, le dernier mot, c'est, bon, partout, quand il y a la santé, il y a la vie, donc on y va. Certains disent qu'ils sont au premier pouvoir, d'autres deuxième, d'autres quatrième pouvoir. Nous sommes l'alpha et l'oméga. À la naissance, c'est nous, et à la mort, c'est également nous. Bonne journée. Merci, monsieur Belem. Mesdames et messieurs, voilà, c'est donc fini pour la chronique santé de ce jeudi avec notre chroniqueur qui est sur ce plateau, monsieur Belem Issoufou. Il était question donc de vous donner davantage d'informations sur ce que la dysenterie amébienne. C'est donc fini pour la chronique de ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec monsieur Belem.